classique, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Dans le 3e arrondissement de Paris se cachent les archives nationales. Ces fragments d'histoire nous livrent leurs secrets. Avec son agence Beatitude, la designer d'intérieur Émilie Bonaventure ne recule devant aucun projet ambitieux. Autrice, philosophe et féministe, Simone de Beauvoir a laissé son empreinte dans le cœur de la capitale et de ses habitants. Le papier quitte son format classique pour vivre, dans les mains de papier à être, des aventures oniriques. Dénichés aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Dans l'esprit de Clémentine et Camille, 2 amies d'enfance, a germé l'idée de créer une gamme de produits cosmétiques multi-usages où on ne s'encombre plus du superficiel. C'est en se concentrant sur l'essentiel que naît alors Les Petits Prodiges. On retrouve derrière des packagings adorables des baumes aux 1000 vertus, une belle initiative. Malgré son nom, le tarot de Marseille a des origines bien troubles. Dans le monde des jeux de cartes, il a joui d'une réputation divinatoire, mais à ses débuts, il n'était qu'un simple jeu. Ses origines seraient italiennes et sa première apparition française prouvée remonte au XVIIe siècle. Derrière ce voile de mystère, nous, on adore son graphisme. Le guide Chiloé est la Bible des explorateurs en herbe. Au fil des pages, on nous propose de découvrir plus de 130 micro-aventures à vivre au départ de Paris. Grimper, pagailler, surfer, randonner, l'Île-de-France regorge d'endroits sauvages pour citadins en mal de verdure. Terminer les après-midi canapés, c'est l'heure d'explorer. Samo, c'est la bougie qui a le nom d'un bon copain qui vient réchauffer vos intérieurs. Faites à base de cire de noix de coco issue de l'agriculture équitable, elles font la part belle à la slow life. Une approche zéro déchet et des parfums délicats à portée des mèches. Certains sont de véritables cocktails d'aromathérapie, un indispensable. De la Déclaration des droits de l'homme à l'abolition de l'esclavage, les grands textes et documents qui ont marqué l'histoire se retrouvent dans les coulisses des archives nationales. En plein Paris se trouve un hôtel particulier, très particulier. C'est l'hôtel de Soubise, siège historique des Archives nationales. Véritable cœur de la mémoire française, elles ont été fondées en 1790 par les révolutionnaires, avec un objectif plutôt clair, garantir la transparence démocratique. Ces principes sont donc les suivants: un accès gratuit pour tout citoyen qui en fait la demande. Et progressivement, ces archives nationales vont acquérir une compétence patrimoniale. Et c'est vrai que c'est un sacré patrimoine. Au XVIIIe siècle, c'était la demeure parisienne du prince et de la princesse de Soubise qui lui ont donné un petit coup de jeune de l'époque en le parant du style rocaille ou Louis XV. La recette, des motifs minéraux, le coquillage en tête, des volutes et pas mal de dorures. Au XIXe siècle, ces pièces étaient encombrées de rayonnage d'archives, mais elles ont depuis retrouvé leur vocation d'antan, celle de salon d'apparat. On sait que à plusieurs reprises, le couple royal est venu ici même participer à des fêtes, écouter des concerts. Donc c'était un lieu très connu à Paris au XVIIIe siècle et qui va brutalement, à la Révolution française, se vider de ses occupants. Aujourd'hui encore, il reste une touche de royauté entre ces murs. Ils ont accueilli les tournages de nombreux films et séries d'époque, comme le célèbre Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui dévoile le look grandiose de cette pièce, la chambre de parade de la princesse de Soubise. Germain Boufrand a eu pour instruction de la part du prince de Soubise de concevoir pour la jeune princesse de Soubise les décors les plus beaux, les plus fastueux de ce style rocaille. À cet étage, les archives nationales et leur histoire se dévoilent comme dans cette pièce qui reconstitue le bureau d'un archiviste au XIXe siècle. Dans ce meuble, on trouve des documents, royaux toujours, comme le testament de Louis XIV et une petite merveille d'archives. Nous avons également exposé la Gazette des Atours de Marie-Antoinette, qui est en fait un document de comptabilité qui permettait à sa dame d'Atours de contrôler les dépenses liées aux vêtements de la reine. Juste derrière, une salle offre au public un aperçu de la manière dont sont entreposées les archives. Mais nous, on est un peu privilégiés. Nous suivons notre guide dans les grands dépôts, le cœur battant des lieux. Ici, environ 70 km linéaires de documents de toutes sortes et de toute époque sont conservés dans des dizaines de milliers de boîtes. Celle-ci contient, pour le seul comté de Montbéliard,
fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, une cinquantaine de procès de sorcières, comme cette Richarde Borne, qui est prévenue d'être sorcière. Il est temps de découvrir le trésor français le mieux gardé, l'armoire de fer qui renferme les documents les plus précieux. Réalisée entre 1790 et 91, elle était initialement installée à l'Assemblée nationale avant de déménager ici, au milieu du 19e. Composée de 2 caissons métalliques, elle est indestructible et préserve ses pièces uniques des chocs thermiques. Au XXIe siècle, l'armoire de fer reste une sorte de coffre-fort de la mémoire de la nation, quels que soient ses régimes. Quand on conçoit le contenu panoptique de l'armoire de fer, du Moyen-Âge à nos jours, on a bien à l'esprit qu'il faut réconcilier les Français entre eux. La technique, faire cohabiter entre autres la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec la dernière lettre de Marie-Antoinette, un mélange de régimes pour traverser les siècles. Aujourd'hui, c'est la Constitution de 1958 qui s'offre à nous, et même si elle est bien plus récente que d'autres locataires de l'armoire, elle figure parmi ces documents essentiels. Vous avez ici l'original, signé et scellé de la Constitution. Et même à l'heure du numérique, cette notion d'original, papier, elle a encore une importance juridique considérable. S'il faut, pour une raison ou pour une autre, s'y référer, on sait qu'il se trouve conservé dans l'armoire de fer. On pourrait s'attarder des heures dans ce dédale d'étagères, de boîtes et de dossiers, de papyrus parfois même, mais il faudrait sans doute plus d'une vie pour tout parcourir, alors autant laisser ces vestiges du temps retrouver leur sommeil éternel. Designer d'intérieur, Émilie Bonaventure emplit Paris, Londres, Miami et bien d'autres villes de sa culture du beau. C'est notre invitée. Détermination et douceur sont les 2 qualificatifs qui définissent le mieux la personnalité de la décoratrice et scénographe Émilie Bonaventure. Diplômée de l'école du Louvre, elle ouvre en 2005 son agence Béatitude et commence son ascension. Scénographie pour des restaurants, pour des particuliers ou encore pour des stands au PAD Paris et Londres pour lesquels elle a remporté plusieurs prix, Émilie laisse s'exprimer son amour pour les objets chinés et le contemporain. J'aime cette vie de caméléon, ça enrichit ma vie. En fait, ça me permet moi aussi d'avoir plusieurs vies, une histoire et plusieurs histoires dans ma propre vie. Un métier au projet varié qui lui permet des vies plurielles, car chacun d'eux reste unique et à chaque fois, Émilie a besoin de se projeter dans les intérieurs qu'elle conçoit. Raconter des histoires est pour elle un véritable leitmotiv. Et ces histoires, elle les raconte notamment à travers ses choix de matière. Tout se joue dans la complémentarité des matières, de leur, en fait déjà de leur rendu au niveau de l'œil, parce qu'en fonction du matériau qu'on choisit, on n'a pas du tout la même façon de capter la lumière, donc on sera dans des mats, des brillants, du lisse, du relief, et c'est toute cette chose que je cherche à enrichir systématiquement. Et parfois avec des choix de matière inattendus. J'adore détourner des tissus qui sont habituellement utilisés pour le vêtement, pour faire des éléments de décoration de l'architecture. Donc ça peut très bien être détourné en rideau ou en coussin, notamment des cachemires très légers avec des rayures tennis, voilà, qui d'habitude sont faits pour les costumes d'hommes. Et c'est avec cette passion commune pour la matière et l'audace qu'elle a intrigué Flavie, Elsa et Emmanuel, des tapissières qui collaborent avec Émilie sur de nombreux projets depuis 2016. C'est toujours des projets assez pointus quand même, qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort. Il y a des projets d'assez belle envergure aussi. Elle travaille aussi avec des hôtels, des restaurants, donc c'est des choses qui nous plaisent. Elle a des idées et nous derrière on réfléchit évidemment techniquement avec elle ce qu'on peut faire de son idée et ça donne toujours des trucs super. Puis il y a toujours un petit supplément d'âme aussi dans ces projets. Il y a toujours un choix de beaux objets d'art. Il y a quelque chose en plus en fait. À chaque nouvelle histoire à raconter, Émilie a besoin de prendre du recul pour identifier son fil conducteur, mais toujours avec un carnet à la main. Il y a une phase écrite de mots-clés qui restent là, auxquels il m'arrive de retourner, parce qu'en fait on fait quand même des projets de longue durée. Donc la première intuition, elle est souvent là, c'est bien de la noter, puis de s'en distancier, d'y revenir, vérifier si on n'a pas laissé quelque chose en route.
Une intuition qu'elle partage avec son équipe qui occupe une place particulière. Ensemble, ils échangent sur les possibilités, les envies, le ressenti. Blanche, moi j'ai envie de tenter celui-là, je sais pas ce que tu penses. C'est pas mal. Le 15, le 5. Oui. Je les sors en grand. Ouais, j'aime bien celui-là. Celui-là, Ouais. pas mal, hein. Oui, oui. Là, je vais le Un des sortir en deux, grand. ouais. Et qui de mieux que Gilles Martin, l'un de ses collaborateurs depuis plus de 2 ans, pour nous parler du style d'Émilie Bonaventure. Le style d'Émilie, c'est vraiment la quintessence d'un style d'art de vivre à la française, d'un luxe qui est jamais ostentatoire, et sa polyvalence, en fait, le fait qu'elle travaille aussi pour des scénographies, pour des galeries d'art, lui permet d'avoir un regard qui soit un regard entier et global dans un projet. Un regard global qui permet à Émilie d'exprimer son amour pour la dualité entre art contemporain et histoire de l'art, et ça, c'est tout un art. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, vous venez d'une famille de cuisiniers italiennes. Votre maman était chef d'un bistrot populaire. Votre grand-mère a fait la cuisine jusqu'à 104 ans. Et c'est pas pour rien donc que les projets de restauration vous parlent. En effet, c'est quelque chose qui est lié à ma plus tendre enfance, parce que maman avait le restaurant quand j'avais 2 ans. Et la cuisine est quelque chose qui a été un élément fédérateur au sein de toute la famille. C'était extrêmement important le dimanche autour d'une table et on fréquentait beaucoup d'autres restaurants. Qu'est-ce qui vous plaît dans les projets de restaurants par rapport à des projets avec des particuliers? Vous avez peut-être plus de liberté aussi pour vous exprimer? Je crois que la liberté est dans tous les projets quand on sait se satisfaire de la place qu'on nous donne. Ce qu'il y a d'extrêmement enrichissant et joyeux dans les projets de restaurant, c'est qu'on travaille tous ensemble au service d'une autre personne qu'on n'identifie pas, qu'on imagine. Donc on est véritablement dans le projet et un peu moins dans l'intime. Et d'ailleurs, vous ne vous considérez pas comme un architecte d'intérieur, plutôt comme peut-être un ensemblier, un scénographe. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est très important pour moi parce que la notion de l'architecture d'intérieur pourrait faire qu'on se limite à l'agencement de la boîte et à la spatialité au sens de l'ordonnancement des pièces. Or, moi et nous aujourd'hui à l'agence, je pense que ce qui fait notre richesse et notre spécificité, c'est de se dire qu'au-delà de l'architecture d'intérieur, on s'occupe du mobilier, on s'occupe des objets, on s'occupe de la lumière, on fait l'achat d'art dans les projets de restaurant et maintenant aussi dans les projets particuliers. On accompagne nos clients dans le choix du linge, de l'art de la table. Donc ça va bien au-delà de l'architecture d'intérieur. Vous avez aussi un attachement très particulier à l'objet, puisque quand vous faites de la scénographie, notamment pour le pavillon des arts et du design, pour le PAD, où vous avez reçu plusieurs prix pour vos stands, vous partez de l'objet. Ouais. Et par ailleurs, vous collectionnez aussi les objets. Dans ma relation avec les objets, ce qui m'intéresse là, c'est l'histoire. On part d'une pièce, quelle est l'histoire Et on construit autour. Et ça, c'est plus et presque même avant tout une histoire quasi cinématographique. Elle pourrait être de l'ordre d'une nouvelle et du récit écrit, mais comme on est dans l'image, comme on est dans l'expérience, comme on est dans des lieux que les gens visitent, c'est plus cinématographique pour moi. Ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment la sensation d'accompagner la compréhension de l'objet. Et quand vous collectionnez à titre personnel des objets, c'est plutôt par nostalgie. Elle vous rappelle peut-être certains moments quand vous les achetez ou certaines périodes. Vous êtes nostalgique au fond? Assez. Si c'est nostalgique, ça va. Parfois un peu mélancolique aussi. Mais c'est très juste. Je fais souvent l'acquisition d'un objet pour cristalliser un moment, c'est-à-dire une journée, un partage. Et de ce fait-là, j'ai beaucoup de mal à me défaire des objets après. Donc pour l'instant, c'est une collection qui se nourrit, qui grandit. Est-ce que moi-même, je serais capable de la passer? Je ne sais pas. Parce que c'est assez personnel de ce fait. Émilie, aucun projet ressemble à un autre, évidemment. Et pourtant, il y a un fil rouge quelque part, une patte qui fait que ça vous ressemble. Est-ce qu'on peut la résumer en quelques mots?
J'espère au niveau du rendu esthétique, le camailleux. Une forme de... Je veux dire quand même une forme de délicatesse et de douceur. J'aime les palettes neutres. Ça ne veut pas dire que c'est absent. C'est simplement que ça laisse la place à autre chose en plus. Dans l'univers de la restauration, ça me semblait essentiel d'avoir cette forme de neutralité parce que le focus principal, c'est l'assiette et le chef. C'est pas la proposition architecturale. Dans les projets résidentiels, la neutralité, la palette plus douce, ça laisse aussi la place à la personnalité de chacun. Voilà. Ouais. C'est assez incarné en fait. Mais c'est pas forcément bavard, effectivement. Merci Émilie. Avec plaisir. La philosophe et essayiste française Simone de Beauvoir marquera à jamais les esprits ainsi que les rues de Paris, ses repérages. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, rampé, marché, cheminé, arpenté les rues de la capitale pour vous emmener sur les traces d'une des plus célèbres écrivaines et philosophes françaises, la féministe Simone de Beauvoir. L'auteure du deuxième sexe et des mandarins est une pure parisienne. C'est pour ça qu'on vous emmène d'abord au cœur du quartier Saint-Germain et plus précisément au Café de Flore, son QG créatif. Dès la fin des années 30, Simone de Beauvoir choisit ce bistrot à l'intérieur art déco pour passer sa jeunesse. Il présente l'avantage d'être tout près de sa maison d'édition, Gallimard, mais aussi d'avoir un poêle, aujourd'hui disparu, mais qui à l'époque lui permettait de travailler dans les meilleures conditions. Agréée de philosophie dès l'âge de 21 ans, Simone de Beauvoir a une volonté absolue d'écrire. Et c'est sur cette table précisément qu'elle passe des heures à noircir des pages. Mais c'est dans la salle du haut, avec son grand amour le philosophe Jean-Paul Sartre, qu'ils reçoivent les plus grands intellectuels du XXe siècle. Raymond Aron, Boris Vian ou encore Albert Camus, tous passaient ici des soirées de débats enflammés. Nous étions au Flore chez nous, écrivait Sartre, de quoi se glisser dans leurs pas avec un peu d'imagination. Philosophe, écrivaine, professeur, c'est pour lui rendre hommage qu'un pont parisien porte désormais son nom. La passerelle Simone de Beauvoir enjambe la Seine pour relier le 12e et le 13e arrondissement de la capitale. Un agréable lieu de balade qui honore aussi le combat de Simone de Beauvoir pour les femmes. En effet, dès l'année 1949, avec la publication du deuxième sexe, l'auteure pose les jalons de la théorie féministe. On ne naît pas femme, on le devient, écrit-elle notamment. Pourtant, ce ne sont finalement que ces mémoires qui entreront dans l'emblématique collection de la Pléiade. Notre troisième adresse est réservée à ceux qui aiment débattre et argumenter. Voici l'un des cafés philo de la capitale. Initié en 1992, il s'en tient désormais des dizaines chaque fin de semaine, comme ici à l'Entrepote, dans le quartier de Ménilmontant. Et comme vous pouvez le voir, dans celui-ci, on aime bien la philosophie. Mais c'est à l'abri des regards que la joute oratoire s'organise. Pour ça, vous aurez besoin de papier pour noter vos idées, d'un peu de patience avant de pouvoir parler, mais aucun diplôme de philo n'est demandé, comme l'explique l'animateur du jour, Pascal de Oliveira. Les professionnels n'aiment pas trop ça, ils ont une approche plus académique, plus classique. Donc en fait, non seulement c'est pas obligatoire, mais je veux dire, la majorité des participants sont des gens qui n'ont pas de culture philosophique particulière, si ce n'est leur participation et quelques lectures qu'ils peuvent faire, bien entendu. Et le principe est simple. On choisit un sujet qui est une question. C'est assez important par rapport à l'approche plus académique ou plus universitaire, scolaire, c'est-à-dire où on se demande qu'est-ce que la liberté. Enfin, dans les cafés philo, on prend des questions plus pratiques. Voilà. L'amour est-il possible ou enfin bref, des choses plus simples comme ça. Des sujets qui préoccupent. En fait, l'idée, c'est de partir du vécu. Donc de se poser des questions qu'on se pose soi-même dans la vie. On se demande rarement qu'est-ce que la liberté. Par contre, on peut se demander, peut-on être libre en société, par exemple. Voilà. Le sujet du jour, la femme est-elle un homme comme les autres, fait directement référence à la pensée de Simone de Beauvoir et échauffe les esprits. Parce que tu comprends qu'on n'a pas compris. Ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on parle de la femme actuellement, telle que Simone de Beauvoir en parle, c'est la femme dans le patriarcat. À l'origine de ce café philo, il y a eu Marie-Claude Fouque, une grande adepte du féminisme. Parce que les femmes m'intéressent. Je suis d'une génération qui a fait... J'avais 20 ans en 68, donc
Les femmes m'intéressent, la contraception, les difficultés de Simone Veil m'intéressent aussi. Je suis très, très fidèle aux Simone. Ici, tout le monde peut participer et en profiter pour se cultiver. Alors qu'est-ce que ça m'apporte? Sur le plan intellectuel, une grande ouverture d'esprit. Il y a quand même un brassage important de personnes venues d'horizons différents, de milieux sociaux différents, de cultures différentes. Et du coup, on confronte nos idées à celles des autres et on se rend compte qu'on n'a pas toujours raison. J'accepte la grande aventure d'être moi, disait Simone de Beauvoir, un mantra que l'on aimerait tous adopter. Sous forme de lampe ou de sculpture, le papier quitte sa dimension pour se plier au savoir-faire de Frédéric et Sophie. Rapporté de Chine, où il était utilisé pour embellir les objets, le papier mâché est devenu la spécialité de la ville de Lecce en Italie au XVIIe siècle. Savante association de feuilles de papier et de colle très humide, cette technique de façonnage du papier est une habituée des cortèges de carnaval où masques et figurines géantes se donnent la réplique. Parmi les artistes mordus de papier mâché, on retrouve notamment Jean Dubuffet. Et c'est à Cadillac, en Gironde, que l'on part à la découverte de cette étrange matière, dans l'atelier des créateurs Sophie Mouton-Perrat et Frédéric Guy Brunet. En couple à la vie comme dans l'atelier, Sophie et Frédéric se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années et de là naissait Papier à être, un univers poétique fait de papier et de lumière, mais où chacun a sa particularité. Il y a Sophie, la poète du binôme. Elle apporte une poésie que moi j'avais moins, et heureusement. Et Frédéric, le pragmatique. Alors moi, je concevais des choses et une fois sur deux, ça tenait pas. Je manque un peu de sens pratique sur... Et c'est vrai que Frédéric apporte vraiment cet aspect-là de trouver des solutions après techniques pour pour que ça fonctionne. Et ce qui reflète le mieux leur association, ce sont les mademoiselles, ces luminaires sculptés qu'ils déclinent au gré des commandes et des envies. Sophie croque une attitude, un personnage, avant de façonner le squelette au fil de fer. Et c'est lui qui est la clé de voûte de la pièce. Plus je travaille consciencieusement la structure et le squelette, plus ce sera facile après. Si je bâcle un peu la base, c'est après que je le paye. Minutieuse, Sophie donne petit à petit vie à un buste, un bras ou une tête. Elle vient ensuite enduire son papier de lin avec un mélange de colle et d'eau, ce qui rend le papier très souple et idéal à façonner. Un ballet manuel rythmé par le chant du papier. J'aime bien le son du papier quand on le froisse et quand on le... Chaque papier va avoir un son différent, un craquement. Chaque papier a sa petite musique. Elle pose d'abord une couche, laisse sécher, puis une deuxième, et ainsi de suite jusqu'à obtenir l'effet de transparence et la solidité souhaitée. Et de son côté, Frédéric prépare les socles avant d'y ajouter le système électrique, quand on vous disait que chacun avait sa partie. Et ici aussi, c'est la matière qui guide ses mains, car une feuille de papier est unique. D'une feuille à l'autre, il n'y aura pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes épaisseurs, ce qui fait que dans la transparence sur le volume, on va voir le jeu d'ombre et lumière. Le jeu d'ombre et lumière, il est donné par le plissé, ça c'est une chose, mais également sur les variations d'épaisseur. Un papier épais et robuste, mais qui doit rester malléable, car oui, Frédéric est très exigeant. Le papier, il est à la fois souple et résistant, et il est très convenable par rapport à ce que je lui demande. Parce qu'il faut qu'il soit malléable, dans un sens, et il faut que quand je tire dessus, il tienne. Et parfois, il arrive d'avoir des surprises, et c'est là que réside toute la poésie. Parce qu'en séchant, du coup, le papier va aussi parfois un peu transformer, ou la sculpture peut prendre une autre forme un peu. Elle a sa propre vie un peu, et ça, j'aime bien avoir cette surprise-là, et qu'il y a une sorte de dialogue qui se crée comme ça entre la matière et ce qu'on a voulu au départ imposer.
Un univers féerique où Mademoiselle, lucarne, néon animé, cabane sur pilotis, animaux fantastiques, flirte avec la lumière et la légèreté du papier et où chacun a trouvé sa place pour magnifier le travail de l'autre. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!